Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Joëlle Forest-Chalvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-patronnière, vous terminez votre mandat à la tête du barreau de Lyon. Alors, ces 2 ans un peu particuliers, puisque vous avez commencé avec la grève des avocats, puis enchaîné avec le confinement Covid. Quel bilan faites-vous de votre mandat ? Eh bien, il est riche. Il a été riche et intéressant. Il a fallu s'inventer, être agile, parce qu'au niveau de la grève des avocats, c'est vrai qu'elle a débuté au 1er janvier 2020, quand on a pris nos fonctions avec Serge Degas, qui est le bâtonnier de l'Ordre de Lyon. On s'est présenté aux élections en binôme. Voilà. Grève des avocats, alors les avocats avaient déjà par le passé manifesté pour l'aide juridictionnelle, etc. Mais là, ça a été un mouvement national qui était sur notre système de retraite, qui est un système autonome. Je ne vais pas reprendre le débat ici. Mais du coup, ça a été un mouvement national extrêmement suivi. Tous les barreaux s'étaient mis en grève. Et c'est vrai que tout de suite, on a commencé avec ce mouvement-là. On a dû organiser des assemblées générales où les confrères venaient, où il fallait prendre des décisions en direct, je dirais, d'assemblée générale, ce que nous, on n'avait jamais connu, quoi, des manifestations comme cela. Vous faisiez le bilan à votre arrivée de chambre lyonnaise de justice qui était saturée. Oui. On imagine que le retard pris par les dossiers ne s'est pas arrangé par ces 2 années. De toute façon, il y a eu un confinement et à Lyon, il a été très compliqué, puisque c'est une très grosse juridiction, la juridiction lyonnaise. Il y a eu un arrêt quand même de la justice, il faut dire ce qu'il en est. Et plus la juridiction, plus l'institution est quand même importante, plus le démarrage est difficile. Donc effectivement, cette période de confinement a mis à l'arrêt les dossiers qui n'avançaient plus. On avait un retard endémique qui était existant bien avant la grève des avocats et bien avant le confinement, mais ça ne l'a que rendu encore plus prégnant. Aujourd'hui, sur ces chambres dont vous parlez, on a notamment la chambre de la construction. Quand les dossiers sont arrêtés et donc clôturés, la date d'audience, c'est-à-dire pour plaider le dossier, ne va intervenir qu'à des fois plus d'1 an après la fin du dossier. Donc c'est quand même très problématique. Les personnes se disent « ça y est, on a fini, les avocats ont conclu, les pièces ont été échangées ». Et nous, on annonce aux justiciables que oui, l'affaire est finie au niveau de la procédure, mais l'enrôlement et donc la plaidoirie des dossiers ne peut être fait qu'1 an après. Ce qui est en cause, c'est un manque de magistrats. Il y a régulièrement des annonces sur ce sujet. Est-ce que la situation s'améliore ? Alors, c'est un manque de magistrats et de greffiers. Il faut savoir, les greffiers, c'est vraiment aussi un élément important pour le bon fonctionnement de la justice. Et je pense que vous avez vu l'annonce qui a été faite par les magistrats qui s'insurgent. Et ils ont raison, on a un combat commun ensemble pour un bon fonctionnement de la justice qui s'insurge sur cette lenteur, sur le manque de moyens, en greffe et en magistrat. Et il faut savoir que les avocats, et notamment le barreau de Lyon, est en soutien à côté des magistrats pour ces problématiques de justice et de bon fonctionnement. Donc la situation est loin d'être réglée à Lyon. Oui, à Lyon et je dirais sur tout le territoire national. Il n'y a pas que Lyon qui est quand même très sinistré. C'est aussi un des sujets des États généraux qui est sur la table. À l'issue du premier confinement, vous aviez mis en place un observatoire lyonnais des libertés. Oui. Pour s'assurer que ces mesures extraordinaires ne deviennent pas ordinaires, justement. Là, on est à la veille de nouvelles annonces. On redoute une 5e vague. Oui. Quel bilan vous faites déjà des mesures qui ont été mises en œuvre, et notamment ce pass sanitaire qui a été prolongé ? Oui, alors, c'est toute la discussion. Nous, les avocats, nous estimons que nous avons un rôle de vigie, que l'on doit être très prudent sur toutes les mesures qui sont prises, mais attention, on ne dit pas il ne faut rien faire, il ne faut pas mettre les gestes barrières, c'est n'importe quoi, etc. C'est de dire que la privation de certaines libertés, la restriction peut exister, mais comme vous l'avez dit en introduction, elle doit rester exceptionnelle. Un état d'urgence ne doit pas perdurer. Là, ça fait quand même longtemps que la France connaît des périodes d'état d'urgence. Il n'y a pas eu que le Covid, il y a eu toute la vague des attentats qui a nécessité aussi que quelquefois l'état d'urgence soit décidé. Et on doit veiller à voir quelles sont les libertés générales,
Là, on va parler de l'état de santé qui doit peut-être prédominer, mais on doit garder ces libertés individuelles. Vous faites état de la nouvelle vague, des futures mesures, on en entend parler. Pour le moment, on n'a pas de véritablement d'annonce. Je crois que c'est peut-être dans la journée. Dans la journée, donc certainement fin de journée que on aura des annonces. Il y a cette troisième vaccination qui est annoncée. On le sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément déjà pris les 2 premières injections. Il faut veiller à ce que ça ne mette pas fin à toutes les libertés. Si je reviens sur la justice, au moment du confinement, on nous a dit vous ne pouvez plus plaider les dossiers, les tribunaux sont fermés, on n'avait pas de masque au début, on n'avait pas de gel, pas de masque, donc on ne pouvait pas exercer en toute sécurité, même pour les autres, le greffier, le magistrat qui est là, qui vous écoute. Donc on nous a dit on va essayer de faire des audiences sans plaidoirie. Pourquoi pas? Il y avait des dossiers, il fallait qu'ils avancent. Donc on regardait, on en parlait à nos clients et on disait, soit il y a l'audience en plaidoirie, mais on a conclu, ne vous inquiétez pas, il y a les pièces, etc., les explications sont fournies. Ou autrement, c'est sine-die, on ne saura pas quand votre dossier sera pris. Ça peut être sur une période exceptionnelle. Nous, on a été vigilants, et notamment à travers l'Observatoire des libertés, que quand ce confinement s'est levé, on ne continue pas à nous dire, on va faire pour avancer, parce qu'il y a beaucoup de retard dans la justice, on va continuer à vous imposer des audiences sans plaidoirie et des dépôts de dossiers. Mais sur le pass sanitaire ou sur une nouvelle vaccination, est-ce qu'il y a des lignes rouges pour vous? Pour le moment, sauf à avoir des informations que vous avez et que je n'ai pas... Elles n'ont pas été franchies. Elles n'ont pas été franchies. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, mais vous voyez quand même, il y a des réactions qui sont quand même tout de suite vives. On n'a pas dit c'est obligatoire, d'accord? On n'a pas dit si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes consigné à résidence et vous ne bougerez plus de chez vous. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement a estimé nécessaire de sensibiliser en disant plus on aura une couverture vaccinale, mieux ça fonctionnera. Est-ce vrai, est-ce faux? On voit bien que ce virus, il est complètement mutant, il revient, il repart, et peut-être que c'est comme ça que l'on va vivre maintenant. Les lignes rouges, elles n'ont pas été franchies, parce que, par exemple, nous, on a pris à tâche bâtonnier, vice-bâtonnier avec le tribunal judiciaire, et après le début de la sortie du confinement strict, on est allé voir le président du tribunal judiciaire et le procureur général pour dire on ne doit pas continuer à faire des audiences sans plaidoirie, il faut reprendre la plaidoirie. Et heureusement à Lyon, nous avons une présidence qui est pour la plaidoirie et qui nous soutient dans ce mouvement-là. Alors, autre élément dans l'actualité, votre ancien confrère devenu ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient de faire adopter une loi de protection du secret professionnel des avocats. C'est une avancée pour vous, pas forcément pour la justice. Les citoyens avaient retenu que cette loi était partie de la fameuse affaire Bismuth, dans laquelle Nicolas Sarkozy, avec son avocat, sur écoute, envisageait la corruption d'un magistrat, pour lequel il a été condamné en première instance. Il a fait appel. Et du coup, est-ce que cette nouvelle protection du secret des avocats ne va pas être un recul dans la lutte contre la corruption, contre ce type de manœuvre? Mais absolument pas, parce que d'ailleurs, vous le dites vous-même, quand vous me parlez de cette affaire, il y a eu une condamnation. Alors après, avant cette nouvelle loi, justement. Oui, il y a une condamnation, il y a des choses... C'est pas... Je veux juste remettre le débat, en fait, du secret. D'accord? Le secret professionnel, il est attaché à la profession d'avocat, comme le secret médical est attaché à votre médecin, aux professions médicales. D'accord? Donc ça veut dire quoi, le secret? C'est pas pour protéger l'avocat ou pour protéger un criminel, c'est pour que les échanges entre le professionnel, pareil quand vous allez voir votre médecin, se fassent en toute confiance, que vous puissiez dire au professionnel que vous allez voir tout ce que vous avez à dire sur les tenants et les aboutissants d'un dossier, d'une éventuelle infraction, d'une éventuelle maladie si vous êtes dans le secret médical. Et là, on rejoint, je trouve, un peu la discussion des libertés. Est-ce que l'on doit, parce que l'on va pointer du doigt, attention, on sait qu'il y a des infractions fiscales, on sait qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a du blanchiment d'argent, de dire on va pouvoir se saisir, nous, juges d'instruction, on va pouvoir se saisir, nous, justice, de tout ce qui est de l'environnement d'un particulier, d'un citoyen, vous êtes un citoyen, et pour essayer de faire émerger une infraction et pouvoir le condamner. C'est ça le vrai débat. Alors, on comprend Alors bien, est-ce qu'on veut une société de parfaite transparence, comme cette paroi qui nous sépare? C'est-à-dire que vous, demain,
eh ben, pour des raisons XY, on pourra débouler chez votre médecin, on pourra débouler chez votre avocat, prendre tout ce que vous avez échangé avec votre avocat et regarder si de ce que l'on a pris dans ce cabinet d'avocats, on va pouvoir en tirer une infraction particulière. On comprend bien l'intérêt de protéger le secret professionnel des avocats dans le but de la défense. Ce qui a fait débat, c'est que ce secret soit élargi aux activités de conseil, avec la crainte que, en gros, notamment toutes les grandes entreprises utilisent des avocats pour des manœuvres qui seraient illégales, D'accord. qui Donc, seraient protégées par le secret. Finalement, l'inquiétude, ce serait de se dire, si j'ai un violeur sériel, un pédophile, un harceleur qui fait des infractions, il a un secret absolu. Et puis, du coup, si du fait de ce secret, si je suis le raisonnement poussé à l'extrême, de fait de ce secret, il ne sera jamais condamné. Par contre, j'ai quelqu'un qui fait des fausses factures ou qui détourne de l'argent, eh bien lui, il peut être condamné sans avoir le secret. Non, ce n'est pas ça en fait la question. La question, c'est de dire, et c'est ce que voulait dire notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, quand il a mis en place ces articles sur le secret, parce qu'on est dans le cadre de la loi confiance en la justice. Attention, c'est-à-dire que le secret, c'est 2-3 articles, c'est absolument pas l'objet complet de cette loi. C'est de dire justement le secret de la défense, quand le citoyen va être convoqué devant un juge d'instruction, quand le citoyen va comparaître devant une juridiction, il est préservé, il est de droit. Est-ce que le citoyen qui va rencontrer un professionnel pour dire « j'ai peut-être commis une infraction, je crois que je fais une infraction, je me demande si je ne suis pas dans la limite de la loi », eh bien là, il n'y aurait plus de secret, eh bien cette personne n'ira plus consulter le conseil pour savoir aussi ce qu'il en est et est-ce qu'elle doit faire, pas faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas pour détourner l'efficacité de la justice que la notion de secret devait être englobée également le conseil quand on vient voir un avocat. On a compris votre propos. Un dernier mot pour terminer. Il y a des exceptions au secret du conseil, puisque c'est vrai que je comprends que dans l'esprit, on peut se dire c'est toujours les plus forts et ceux qui ont le plus d'argent qui vont être protégés par le secret. C'est pas ça, parce que justement la loi telle que finalement elle a été votée suite à l'amendement, on sait qu'il y a eu des navettes, etc., suite à l'amendement proposé par le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Si on est dans des infractions de blanchiment d'argent, si on est dans des infractions fiscales, là, l'instruction va pouvoir faire des perquisitions, récupérer certains documents, mais dans le respect des libertés, et notamment dans le respect de la défense et du conseil, il faudra la présence du bâtonnier pour savoir ce qui est pris dans les cabinets d'avocats. Et ça rejoint les libertés de chacun. Un dernier mot, on voit souvent les anciens bâtonniers s'investir dans le milieu associatif, voire parfois la politique. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire à partir du 1er janvier 2022 ? Vous avez peur que je m'ennuie en fait. Déjà, je vais reprendre le chemin de mon cabinet de manière beaucoup plus régulière, parce que c'est vrai que pendant ces 2 ans de mandat, je ne pouvais pas être toujours au cabinet. Et puis moi, j'ai un autre mandat qui est la présidence de la CARPA Rhône-Alpes, qui est donc la Caisse autonome des avocats. Et ce mandat se poursuit encore pendant 2 ans, donc je pense que je vais être bien occupée. Il faut savoir aussi que je suis présidente du fonds de dotation du barreau de Lyon, puisque vous parlez de l'associatif. Ce fonds de dotation permet de doter des projets qui ont tous un lien avec les libertés publiques, l'état de droit et les droits de l'homme. Donc on ne vous voit pas en politique tout de suite? Non. Joëlle Forest Chalvin, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.